Salut à tous et bienvenue sur Asbara. Aujourd'hui, nous allons découvrir un pays fait de contrastes, une géopolitique faite de tectonique des plaques et de friction. J'ai nommé peut-être l'un des États les plus multiconfessionnels du Moyen-Orient, le Liban. Le Liban est un pays assez particulier pour Israël, pour la France, pour l'ensemble de ses voisins, mais également au niveau mondial. Ce pays a connu une brève existence indépendante dans l'Antiquité et est devenu, dans les temps modernes, un des symboles des luttes entre les différentes communautés qui composent le Moyen-Orient. C'est un petit peu l'expression la plus parfaite de ce que le terrorisme, le népotisme et la corruption ont fait de pire dans une région du monde qui connaît déjà ces problèmes à un degré assez extrême. Pour comprendre l'histoire du Liban, il faut d'abord s'intéresser à sa géographie. Une brève et assez resserrée plaine côtière, deux chaînes de montagnes, le Liban et l'Anti-Liban, qui sont parmi les sommets les plus hauts du Moyen-Orient, et au milieu, un petit espace resserré, la plaine de la Bekaa. Comme disait Yves Lacoste, la géographie, ça sert avant tout à faire la guerre. Et ça va être la destinée du Liban depuis l'Antiquité. La civilisation phénicienne va se resserrer sur la plaine côtière et va être en permanence dans une lutte interne entre cités et États, notamment de Sidon, Byblos, Tripoli, Beyrouth. Toutes ces cités et États vont générer, dès le départ, des conflits avec les populations installées dans les hauteurs. Jusqu'à l'invasion grecque et jusqu'à la mainmise des Grecs, le Liban aura assez peu de liens avec l'Occident. Les Carthaginois vont sortir du giron des Phéniciens et vont apporter peut-être la culture sémitique et la culture des rives du Levant à l'ensemble de la Méditerranée. Mais au bout du compte, les Grecs et les Romains vont venir coloniser profondément cette région qui va commencer à se christianiser. C'est peut-être l'élément central de l'histoire antique du Liban qu'on va retrouver dans l'histoire moderne, cette volonté farouche, ce christianisme des origines qui reste, qui est présent et qui va se retirer progressivement face aux envahisseurs pour ne jamais disparaître, mais toujours composer avec d'autres communautés. Quand on parle des envahisseurs à partir de la période chrétienne, on pense forcément à l'invasion musulmane qui va apporter l'islam sunnite dans diverses régions du Liban. Passons brièvement sur l'intégralité de la période musulmane et l'intégralité de la période des croisades. Les royaumes latins vont, à diverses reprises, constituer des bastions forts du christianisme sur la côte, le comté de Tripoli, la principauté de Sidon. Les croisés vont s'attacher vraiment jusqu'au sultanat mamelouk à tenir ces places fortes sur la côte, mais vont progressivement être expulsés du Levant et se concentrer sur d'autres phénomènes historiques comme la guerre de Cent Ans ou l'évolution interne de l'Europe. Sous les Mamelouks, les places acquises du christianisme au Liban vont rester vivaces et fermes, mais considérablement reculées face à la fois aux musulmans sunnites et également face aux druzes des montagnes qui vont, dans leur nid d'aigle, constituer des bastions difficilement atteignables par la civilisation chrétienne. Progressivement, les Ottomans vont venir prendre la place des Mamelouks et constituer une forme de léthargie, de stabilité, à la fois sur le commerce, sur les arts, pour les communautés sunnites et les communautés chrétiennes. C'est alors qu'on passe tout de suite à l'orée du XXe siècle et à l'influence de la France dans ces régions du Levant. Avant même la Première Guerre mondiale, l'Empire turc est l'homme malade de l'Europe. Et cet homme malade de l'Europe a un bastion extrêmement fort en Syrie. C'est sa limite. Pourquoi ? Tout simplement parce que son vassal égyptien a défini l'ensemble de la côte méditerranéenne depuis Gaza jusqu'à Alep et jusqu'à Latakié et jusqu'à Tartous comme étant son domaine réservé. L'Empire ottoman va donc devoir composer avec son vassal égyptien, puis finalement lui céder la totalité des côtes jusqu'à Gaza. À l'aube de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre s'intéressent justement à ces zones qui sont plus au nord, c'est l'enchaînement de la guerre qui va provoquer les accords Sykes-Picot
et qui va justement donner, au milieu de la Première Guerre mondiale, l'appétit de créer ces fameux mandats français et ces fameux mandats britanniques. Donc, il y aura le mandat britannique sur la Palestine et sur l'Irak, et il y aura le mandat français sur la Syrie et le Liban. Les Français vont créer le Liban, ils vont détacher artificiellement la côte libanaise de son arrière-pays syrien, justement pour composer un État où les chrétiens, en général maronites, mais également grecs orthodoxes, seraient en mesure de gérer leur propre ensemble, leur sous-ensemble politique face aux musulmans sunnites. Cette volonté de détacher le Liban de la Syrie va profondément marquer l'histoire du Liban et ses rapports avec son grand voisin, avec son grand alter ego terrestre, terrien, que va être la Syrie. Donc le Liban, en 1945, à la fin de la guerre, va passer progressivement du statut de mandat au statut d'État indépendant, avec une forte présence résiduelle française, avec de forts accords avec la France. Contrairement à beaucoup d'autres colonies, la présence française a toujours été vécue comme quelque chose de positif par le Liban et par ceux qui vont dominer le Liban dès le départ, les chrétiens. En effet, la spécificité du Liban par rapport à tous les autres pays arabes, c'est que c'est le seul pays qui ne possède pas l'islam inscrite dans sa constitution politique. Et dès le départ, ça va être extrêmement difficile à gérer pour les relations internes, mais également pour les relations internationales du Liban, entre les chrétiens, les musulmans, les druzes, et même au sein de ces communautés, les différences qui vont s'établir, par exemple, entre chiites et sunnites chez les musulmans, entre maronites et orthodoxes chez les chrétiens, et les druzes vont constituer une minorité qui s'opposeront systématiquement à tout développement politique contraire à leurs intérêts. Ça ne va pas empêcher le Liban, de 1945 jusqu'aux années 70, de connaître une vague de prospérité extrêmement enrichissante sur le plan culturel et particulièrement lucrative. Cette vague de prospérité va se traduire par la création d'un secteur bancaire, par la création de lieux de villégiature, on parle de la Suisse, du Moyen-Orient, et surtout par un accord tacite avec les autres pays arabes dans la lutte contre l'ennemi israélien avec lequel le Liban possède une frontière extrêmement importante, une frontière terrestre assez directe, assez en contact avec des zones urbanisées, avec des zones très peuplées du pays. Le Liban va volontairement se désengager des conflits. Évidemment, de manière officielle, le Liban va rentrer en guerre avec l'État d'Israël en 1949 et à d'autres reprises, mais le Liban ne se contentera pas d'afficher un neutralisme. Il va également conserver sa communauté juive jusqu'à un certain point. Il va également faire jouer ses bons offices avec la France, d'abord de la 4e République, puis du général de Gaulle. Le Liban va jouer un petit peu la carte de l'État tampon entre ses puissants rivaux et ses puissants voisins, justement pour assurer à la fois son indépendance politique et sa pérennité économique. En fait, on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu les problèmes internes au Liban, la diplomatie libanaise et le bouclier de la France du général de Gaulle auraient pu protéger ce pays de tous les malheurs qui vont suivre. Ces malheurs vont commencer à cause d'une population particulière qui est étrangère au microcosme libanais et qui va progressivement acquérir une importance primordiale dans les luttes internes libanaises. Ce sont les Palestiniens. Les Palestiniens sont musulmans sunnites pour la plupart et ils vont fragiliser un équilibre déjà précaire entre les chrétiens, les sunnites et les chiites. On le rappelle, le Liban est le seul État arabe qui n'a pas l'islam dans sa constitution. Ça ne rend pas pour autant le Liban laïque, le Liban est juste pluriconfessionnel. Sa constitution est une constitution de répartition des postes entre les différentes confessions. Par exemple, le président de la République libanaise, le chef de l'État, est chrétien, en général maronite. Le Premier ministre, lui, est sunnite. Et le président de la Chambre est chiite. Évidemment, d'autres postes, notamment dans l'armée libanaise, vont être en priorité confiés à des chrétiens.
D'autres postes au sein de l'économie, au sein du ministère de l'Agriculture, vont être confiés plutôt à des druzes ou à des sunnites. Mais ce système est rodé jusqu'aux années 70, et ce système fonctionne non pas par un équilibre de l'intérieur, mais par un partage d'intérêts bien compris. Ce partage d'intérêts bien compris va voler en éclats avec les Palestiniens et avec l'intervention de deux puissants voisins, la Syrie et Israël. En effet, le Liban va peu participer aux guerres israélo-arabes, comme on l'a dit, mais dès que les factions palestiniennes, après 1967, vont totalement désespérer de s'en prendre à Israël par les voies régulières, par les voies d'armées envahissantes dans le sillage de l'Égypte ou de la Jordanie, eh ben, ces factions palestiniennes vont commencer une lutte armée et vont commencer des actions terroristes sur leur frontière nord en visant en priorité les villes en développement de Naharia, de Ma'alot, de Kiryat Shmona, et elles vont bien sûr entraîner une riposte puissante des forces israéliennes. Ça a commencé par des raids d'aviation, puis ça va se continuer par des raids de commando, dont un très célèbre sur l'aéroport de Beyrouth, mené par le futur chef d'état-major Rafoul. Et ça va augmenter au fur et à mesure, ça va dégénérer jusqu'à une invasion en bonne et due forme par l'État d'Israël en 1982, lors de l'opération Paix en Galilée. À ce moment-là, le soutien militaire de la France ne va pas forcément aider le Liban, la France ne désirant pas s'engager, s'intégrer dans ce système d'alliance moyen-orientale. Néanmoins, la France sera toujours présente, mais le Liban va être un peu abandonné à lui-même. La pression des factions palestiniennes va considérablement augmenter après leur expulsion de Jordanie, quand Arafat, en 1970, va être expulsé de Jordanie par le roi Hussein. On va considérer le sud du Liban, qui est avant tout peuplé de chiites, comme un Fatahland. Les chiites eux-mêmes, dans un premier temps, ne vont pas forcément s'intégrer dans l'équilibre entre les musulmans sunnites et les chrétiens. Ils vont rester un petit peu des spectateurs neutres. Et paradoxalement, à partir de 1982, les chiites vont constituer une bonne partie des supplétifs de l'armée israélienne. Un élément qui va venir perturber considérablement cette position des chiites, ça va être la révolution islamique en Iran, qui va inspirer les chiites du Liban et également d'Irak, qui sont considérés comme des minorités et qui vont écouter les ayatollahs iraniens, qui vont se laisser peut-être séduire par un certain discours de révolution islamique. Ces chiites, qui étaient au départ la communauté la plus petite, la plus méprisée, la moins riche, vont devenir, grâce à une natalité galopante, et qui va se traduire par un continuum chiite sur l'ensemble du sud du pays, dans la plaine de la Bekaa, et également dans la partie sud de la capitale Beyrouth, ces chiites vont constituer peut-être le principal facteur d'évolution du statu quo libanais à partir des années 80. On rappelle que dans les années 80, l'armée est toujours, les forces libanaises, l'armée est toujours au contrôle du pays et sous le contrôle des factions chrétiennes. Et c'est cet affrontement entre les sunnites et les factions chrétiennes qui va favoriser dans un premier temps la pénétration de la Syrie dans le tissu socio-économique et militaire libanais. Techniquement parlant, lorsque Israël va se retirer de l'ensemble de Beyrouth et se contenter d'une zone de sécurité dans le sud du pays, le reste du pays va progressivement être mis en coupe réglée par la Syrie. Des opposants à la Syrie vont être liquidés, des attentats vont être fomentés contre des figures de proue du mouvement chrétien libanais qui s'oppose au contrôle de la dynastie El-Assad sur le Liban. Ce contrôle de la dynastie El-Assad sur le Liban va techniquement prendre fin au moment de l'intervention de la France après l'assassinat de Rafik Hariri. On passe tout de suite dans les années 2000. Et cet assassinat de Rafik Hariri va entraîner énormément de réactions du peuple libanais, tant sunnite que chrétien, vis-à-vis du proconsulat syrien sur le Liban. Le Liban va donc être partagé entre deux tendances. Une tendance chiite, alignée sur
la révolution iranienne sur l'Iran avec son principal parti, le Hezbollah, le parti de Dieu, qui est une émanation très religieuse du parti Amal, originellement représentatif des chiites, et de l'autre côté, des factions chrétiennes et sunnites qui vont être plus du côté occidental, qui vont se tourner plus vers l'Arabie saoudite, vers les États-Unis et vers la France. Tous les bons offices n'y feront rien. En 2006, une nouvelle guerre contre Israël va entraîner la ruine de la capitale et du sud du pays, qui sera progressivement reconstruit par un renouveau économique et qui, malheureusement, prendra fin à partir de 2018 par une crise économique sans précédent. Ce qui nous préoccupe actuellement au Liban, à l'heure où je parle, ce sont les résultats de l'élection présidentielle qui va voir normalement le président Aoun quitter le pouvoir. Et le président Aoun, en quittant le pouvoir, va laisser le pays quasiment démuni face à plusieurs facteurs inconnus. Dans un premier temps, quelle va être l'attitude de l'Iran sur ce pays-là, alors que l'Iran subit actuellement des problèmes internes et un dialogue plus que difficile avec les États-Unis sur les sanctions par rapport à son programme nucléaire? Quel va être le jeu de l'Iran au Liban, le Liban restant, par sa population chiite et par le Hezbollah, qui est l'instrument militaire de l'Iran, une carte à jouer face à Israël, mais également face à la France et face aux États-Unis. Ensuite, quelles vont être les relations à l'heure du printemps arabe et à l'heure ensuite des accords d'Abraham avec Israël? Israël a toujours été un ennemi, certes, pour le Liban, mais on ne peut pas dire que le Liban s'était, au départ, empressé d'aller chercher querelle en tant qu'État avec Israël. Ce sont des factions internes qui ont entraîné le Liban, d'abord les Palestiniens puis le Hezbollah, dans des conflits particulièrement sanglants avec Israël. On a l'occasion, à travers un accord pétrolier qui se situe sur la zone économique exclusive du Liban et la zone économique exclusive d'Israël, on a l'occasion d'avoir un premier contact indirect depuis très longtemps entre Israël et le Liban. Cet accord, qui doit être validé à la fois par le Liban, par Israël et par les États-Unis, intervient peut-être à la pire période pour ces deux pays. On le rappelle, la vacance du pouvoir va bientôt être effective au Liban avec le départ du président Aoun, et du côté israélien, le Premier ministre Yair Lapid n'est qu'un Premier ministre de transition avant les 5e élections en moins de 4 ans dans l'histoire de ce pays. Ce qui va particulièrement renforcer et complexifier la donne, ce sont les notions juridiques nouvelles de zone économique exclusive, de forage pétrolier, ce sont les nouvelles alliances qui vont être mises en place, et surtout la pression de la rue libanaise. La crise économique entraîne un appel extrêmement fort sur les ressources naturelles dont le Liban a toujours été dépourvu. Le Liban n'est pas un autre pays arabe qui possède d'autres ressources comme le gaz ou le pétrole. C'est relativement nouveau dans l'économie libanaise d'avoir cet apport énergétique. Et pour rien au monde, à la fois pour son économie et son prestige vis-à-vis de l'ennemi israélien, le Liban ne renoncerait à au moins acquérir une partie de ces ressources-là. De l'autre côté, la position d'Israël, renforcée par ses nouveaux alliés sunnites, après les accords d'Abraham, on peut parler véritablement d'alliance israélo-sunnite contre l'Iran, l'incite à ne pas céder sur ces gisements qui, comme d'autres découverts en Méditerranée, sont depuis une dizaine d'années totalement intégrés à l'économie israélienne et constituent une manne considérable d'énergie fossile et un renfort extrêmement important à l'heure où, à cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie et le prix du gaz augmentent considérablement dans l'ensemble de l'hémisphère occidental. C'est donc une gageure majeure pour Israël et pour le Liban d'arriver à un accord et également de ne pas paraître vis-à-vis de leur opinion publique respective comme les dindons de la farce dans ce jeu diplomatique. Or, un acteur interne au Liban est particulièrement agressif sur ce sujet-là et a intérêt à louvoyer et à jouer vraiment des coudes pour se faire entendre, c'est le Hezbollah.
Le Hezbollah, depuis 2006, n'a pas déclenché de nouvelle guerre avec Israël, sans doute à cause des pertes engrangées pendant cette guerre-là, et surtout à cause de consignes données directement par l'Iran de se concentrer sur la guerre civile en Syrie. En effet, l'influence de la Syrie est toujours là. La Syrie est toujours prenante vis-à-vis du Liban. Elle n'a pas renoncé à son contrôle, même s'il s'est largement distendu avec la révolution syrienne interne et avec les combats entre le pouvoir alaouite et les milices sunnites extrémistes. La Russie a particulièrement assaini, on va dire, le terrain pour Bachar el-Assad, notamment en commettant des massacres et en ayant une politique d'aide militaire totale au régime de Bachar el-Assad. C'est maintenant, une fois la révolution syrienne écrasée, vers le Liban que leurs yeux se tournent, et c'est cet axe qu'on peut appeler axe chiite, qu'on peut appeler croissant chiite, que composent l'Iran, le nouveau régime irakien, la Syrie et le Hezbollah, qui, on rappelle, a le contrôle quasi effectif du Parlement libanais, qui va se retrouver en porte-à-faux avec justement l'axe israélien. Sur le domaine des hydrocarbures, le Hezbollah ici a peut-être laissé entendre qu'il était capable d'accepter cet accord, dont on ne connaît rien actuellement, mais qui pourrait être comme justement ce que faisait Binyamin Netanyahou pendant sa période de pouvoir en Israël, justement cet esprit de dialogue avec des pays qui sont totalement antagonistes et cette diplomatie parallèle qui a produit d'excellents résultats à la fois avec les pays sunnites mais également avec les pays africains. Le jeu géopolitique tel qu'il se compose actuellement donne plusieurs voies au Liban. La première possibilité, c'est d'arriver à un accord et que la transition du pouvoir au Liban se fasse avec les forces de l'opposition, se fasse avec les forces qui vont rejeter, on va dire, la domination du Hezbollah, la domination de l'Iran et la domination syrienne. Ça induirait un changement majeur de politique interne au Liban qui ferait appel à la fois aux forces chrétiennes, à la fois aux forces sunnites et à la fois à l'opposition druze qui, après avoir largement regardé du côté de la Syrie, s'en est totalement détaché après une vague de liquidation des dirigeants druzes, notamment dans la famille Jumblat. Ça, ce serait la voie qui serait la plus favorable à Israël et qui verrait peut-être, comme tout le monde l'espère, sur la frontière nord de l'État d'Israël, s'établir une nouvelle paix. La deuxième possibilité, ce serait que dans une réaction, on va dire, de contrôle sous l'ordre peut-être de l'Iran en proie à de véritables manifestations de défiance de la part de sa propre population face à l'Iran qui commence à s'effondrer dans le modèle économique de la guerre russo-ukrainienne et qui n'arrive pas forcément à tenir les engagements qu'elle a pu prendre vis-à-vis de sa population, ce serait peut-être une fuite en avant du croissant chiite et donc une course à l'escalade avec la réanimation du feu meurtrier sur la frontière nord d'Israël. Et ça déboucherait probablement sur un conflit majeur cette fois-ci, car l'État d'Israël aujourd'hui ne peut plus forcément se permettre de laisser à la portée d'un mouvement terroriste une partie de sa population à la frontière nord. Toutes ces voies peuvent être explorées chacune de manière indépendante. Ce qui est important, c'est de noter que nous sommes à la croisée des chemins et que les prochaines semaines vont être décisives à la fois pour l'avenir du Liban, mais également pour les populations qui vivent au nord d'Israël et pour les forces iraniennes qui constituent justement le fer de lance de la révolution dans l'ensemble du Moyen-Orient. Toutes ces possibilités-là vont être mises à l'épreuve par le nouveau jeu géopolitique des États-Unis qui consiste à profondément délaisser le Moyen-Orient et à se concentrer sur deux fronts principaux, l'Europe, avec la guerre en Russie, et de l'autre côté, le Pacifique, avec les tensions avec la Chine. Cette nouvelle évolution des relations internationales va peut-être laisser de côté ce qui avait pu constituer l'épicentre du séisme mondial, à savoir le Moyen-Orient, et laisser de manière un petit peu isolée
Israël et le Liban sans forcément avoir de soutien extérieur pour Israël ou de soutien extérieur pour le Liban. Le rôle de la France dans cette histoire est un petit peu effacé, mais il faut noter que Emmanuel Macron, qui vient d'être réélu à la présidence de la République et qui reprend un petit peu les codes dans la lignée de son discours de Beyrouth, qui reprend un petit peu les codes de Jacques Chirac et avant lui du général de Gaulle, on va dire que l'influence de la France en tant que France va peut-être supplanter cette fois-ci ce qu'on avait pu voir sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, et que ce nouvel acteur, notamment par le biais de la société pétrolière Total, aura son mot à jouer. Bref, l'ensemble des voies restent ouvertes. Les semaines prochaines nous diront si on va vers l'affrontement ou l'apaisement, et il est particulièrement important de suivre cela de près. Merci à vous pour avoir assisté à cette émission et à cette passion de la géopolitique. Restez avec nous sur Tandem TV et le mois prochain, un nouveau numéro de Hasbara.